Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Il est présentement 20 heures. Sont présents par vidéoconférence les conseillers suivants. À l'appel de votre nom, signifiez votre présence. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Pierre Dubé. Présent. Monsieur Vallier Desjardins. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Alors, tout le monde est présent et on est en présence aussi de Marc-Antoine Goulet, qui est directeur général, qui agit comme secrétaire de cette séance. Alors, vous savez que le déroulement de la séance est à huis clos. Ceci est permis en conséquence du décret 1020 qui prolonge l'état d'urgence dont la santé publique. Le ministère de la Santé publique et des Services sociaux prolonge le décret de l'état d'urgence jusqu'au 7 octobre prochain. Et aussi, selon le décret du 4 juillet, le 2020-049, il est permis aux conseils municipaux de tenir les séances avec public et que le choix de le faire avec public ou en vidéoconférence revient à chaque communauté locale. Alors, la décision revient à chaque municipalité, comme je le disais, et devant l'évolution de la pandémie des dernières semaines, on a cru bon, comme nos municipalités voisines, à tenir cette séance en l'absence du public. Et ceci est autorisé, évidemment, par l'arrêté ministériel 2049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet. En conséquence, ça va prendre un conseiller qui va proposer et on va adopter que le conseil accepte que cette séance soit tenue par vidéoconférence. Propose Régis Michaud. Monsieur Régis Michaud, bon, tout le monde est d'accord, tout le monde est là. Alors, bienvenue tout le monde. Oui, effectivement, ce soir, à la rencontre, un ordre du jour assez chargé. En 3, il y a la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 4, l'approbation du procès-verbal du 1er septembre 2020. En 5, tour de table, rapport des comités. En 6, approbation des comptes. En 7, engagement de crédit. En 8, différents rapports du directeur général. En 9, la correspondance. En 10, nomination d'un conseiller sur le conseil d'administration permanent de l'Office régional de l'habitation de Rivière-du-Loup. En 11, embauche d'un stagiaire au loisir. En 12, acceptation de la tarification du site d'enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup pour 2021. En 13, l'octroi d'un contrat relatif à l'appel d'offres SEAO 18-054 pour la construction d'un centre de la petite enfance. En 14, un avis de motion pour le dépôt d'un projet de règlement d'emprunt 402, en lien toujours avec la construction du CPE. En 15, dépôt d'un projet de règlement 402 pour la construction du centre de petite enfance. En 16, la vente d'un terrain dans le domaine des framboisiers. En 13, un octroi de contrat à l'appel... Oups, j'ai radoté dessus, moi, là? Non? Oui, je radote, excusez-moi, j'ai monté mon écran, je suis redescendu. En 17, l'octroi d'un contrat pour la location du souffleur pour l'hiver 2020-21. En 18, l'octroi d'un contrat à l'appel d'offres 2020-002 concernant les fournitures en fondant routier et abrasif pour 2020-21. Adoption du règlement 403 relatif aux animaux. En 20, résolution pour les organismes dont le territoire est visé par le projet Service régional animalier. En 21, inscription des pompiers à une formation sur la désincarcération des appareils agricoles et industriels. En 22, embauche d'un pompier volontaire dans la brigade incendie de Saint-Arsène. En 23, l'autorisation de signature d'une entente intermunicipale de fourniture de services en matière de prévention et de sécurité incendie. C'est une nouvelle desserte pour la ville de Rivière-du-Loup qui s'ajoute. En 24, formation des pompiers 2021. En 25, plan d'alerte organisationnel selon la planification stratégique concernant la COVID-19. En 26, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation sur leur milieu de vie. En 27, procédure de location du centre communautaire Morneau
pour la période des fêtes 2020-2021. Et en 28, affaires nouvelles, messieurs, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des choses à ajouter? Non. Pas vraiment. En 29, levée de l'Assemblée. Si tout le monde est d'accord, ça prend une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Marc Rioux, que j'ai cru entendre en premier. Oui. Alors, en 4, lecture et adoption du procès-verbal du 1er septembre. Évidemment, les membres du Conseil en prennent individuellement connaissance et les membres du Conseil en renoncent à la lecture. S'il n'y a pas de questions, d'observation, je vais prendre une proposition. Je propose. Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord pour le procès-verbal? Oui, oui. Oui. Rapport de comité, bon, je vais commencer par la MRC. Il y a certains sujets qui ont été abordés, dont plusieurs se retrouvent dans l'ordre du jour de ce soir. Au niveau monétaire, on devrait recevoir 1595,82 pour les constats d'infraction. Je crois que c'est pour 6 mois, si ma mémoire est bonne. Ça, je ne suis pas certain, là. Je n'ai pas vérifié l'information sur quelle période, mais c'est un montant qui va être à recevoir. On va commencer le conseiller numéro 1, si vous aviez des choses particulièrement à mentionner. Au niveau des loisirs, je n'ai pas énormément de choses à souligner, sinon qu'on est tombé en zone orange. Donc, il y a plusieurs, la plupart des activités sont mis sur le hold présentement. Il y avait une activité d'Automne à grands pas qui était prévue. Ça a été annulé. Puis on va suivre ça de près pour les prochaines activités aussi. Je sais que le comité se rencontre cette semaine pour voir justement comment on réorganise, comment on peut voir le reste, les activités pouvant être faites pendant les prochaines semaines. Sinon, pour moi, ça ferait pas mal le tour au niveau des loisirs. Peut-être que Marc ou Marc-Antoine, vous avez quelque chose à ajouter. OK, on va y aller peut-être au conseiller numéro 2, M. Marc Rioux. Moi, je n'ai rien de spécial. De spécial, la voirie, tout va bien. Il se prépare. Il se prépare tranquillement, pas vite. M. Pierre, en 3. Au niveau de l'OMH, puis à l'ombre du clocher, vu le regroupement, je me suis proposé pour être le représentant de la municipalité pour 1 an. OK, c'est bon. Ça va être une adoption un peu plus tard à venir. M. Robin, numéro 4. Au niveau du comité de développement, l'Assemblée générale va porter encore une date à déterminer d'ici la fin de l'année, on espère. Pour ce qui est des comités pour la mise à jour de la politique familiale, politique des aînés, politique de développement économique, chaque comité travaille à la préparation des consultations qui vont être décalées de quelques mois. C'était prévu pour débuter fin octobre. Pour une question de réaffectation de ressources humaines à la MRC, ça va être décalé à la mi-janvier. Mais les différents comités présentement travaillent à l'élaboration des questionnaires, puis essayer de définir vraiment quels moyens de consultation aussi on va prendre dans un contexte de COVID où les rencontres individuelles, les convocations sont pas recommandées. En fait, il faut s'assurer de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible dans la population. Donc, on travaille là-dessus. C'est bon. Monsieur Dionne, numéro 5. Pour les loisirs, c'est correct. Juste, ça fait le tour comme il faut. Tout a été dit. Point de vue pompier, la tournée des bandes sèches est terminée, sauf qu'il en reste une affaire. Il en reste une affaire au 4e, là, dans le coin de M. Denis Roy, qui va se faire un projet pour l'an prochain. Puis, c'est bon. Ça va pour ça. Monsieur Vallier, numéro 6. J'ai rien de spécial. Merci beaucoup. Alors, on y va, Monsieur Marc-Antoine, avec l'approbation des comptes. Comme d'habitude, on fait la lecture des comptes de 500 $ et plus. Certainement. Alors, on débute avec chauffage Rivière-du-Loup à 2134,4. C'est suivi de marché Saint-Arsène à 556,62, essentiellement pour des timbres. Excavation Bourgoin-Dicnaire, 2244,82 pour la location d'une pelle.
MacPec, 1033 et 1 pour des pièces pour divers véhicules de la municipalité. Martech Informatique enregistrée, 1184 et 24 pour le contrat de service ainsi que pour des bons d'achat pour la bibliothèque. Société VIA, 820 et 83 pour les frais de réception du mois d'août. Ville de Rivière-du-Loup, 8402 et 71 pour le site d'enfouissement de juillet et de août. Il y a également des frais pour une intervention de pompiers. On poursuit avec JM Turcotte à 645 et 54 pour des bordures de rue. Ministre des Finances, 41 869 pour une première tranche qui doit être payée en lien avec les services de la Sûreté du Québec. Donc, il va y avoir un autre montant qui va devoir être défrayé un peu plus tard dans l'année. Groupe CCL, 1426 et 84 pour de la paperasse, des feuilles nécessaires pour les règlements municipaux. Campar, 5482 et 11 pour le nettoyage du réseau d'égouts et du pluvial. Service sanitaire à Deschênes, 3498 et 60 pour la collecte et transport de septembre. Bétonnière du Golfe, 741 et 60 pour du ciment pour faire des bordures de rue. On poursuit avec La Forêt Nova Aqua, 5781 et 40. Ça, c'est pour le projet PPA-SEP, qui est en lien avec les puits de la municipalité. Donc, c'est couvert en partie. Brent, 2119 et 64 pour des pièces pour l'excavatrice et le grader. Aqua Solutions enregistrées, 1649 et 67 pour le bilan annuel de la stratégie de l'eau potable. Groupe Bouffard, 1275 et 44 pour la collecte du bac brun supplémentaire en juin et en juillet, pour un total de 85 143 et 23. Les incompressibles s'élèvent à un montant total de 60 078 et 81. Les salaires s'élèvent à 39 132 et 51. Les montants de 500 $ et moins font un total de 4 795 et 47. Et au niveau des revenus qui n'ont pas de rapport avec les taxes, on parle de revenus de 660 $. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Non. C'était beau. C'est bon. Alors, ça prend une proposition pour les comptes au montant total de 184 354 et 15. Je propose. C'est qui le premier qui a parlé? N'importe quel. Régis. Oui, Régis, je crois, hein? OK. Alors, merci. Engagement de crédit. Le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il est proposé par le conseiller X d'approuver la liste des engagements de crédit et d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien et la réparation des chemins, entretien de la machinerie, des bâtiments municipaux et de leur terrain, la réparation des équipements municipaux. Alors, une proposition pour ça. Propose. Monsieur Pierre Dubé. Alors, rapport du directeur général concernant, je vais laisser monsieur Marc-Antoine. Très bien. Alors, au niveau de la petite caisse, il n'y a pas eu d'utilisation au courant du dernier mois. Au niveau du centre communautaire, il n'y a eu seulement qu'une seule location au courant du dernier mois du centre communautaire. Et au niveau d'utilisation de l'eau potable, on parle de 5 241 mètres cubes, soit en moyenne 39 607 gallons impériaux par jour. Et finalement, ce soir, on fait le dépôt du rapport annuel de l'année 2019 portant sur la gestion de l'eau potable. Et nous avons un invité ce soir qui est M. Daniel Lavoie de la firme Aqua Solutions qui va faire la présentation de ce rapport. Donc, si vous êtes prêts, on va l'inviter à rejoindre notre session. Alors, bonsoir, M. Daniel. Attendez-moi un petit instant. Il n'est pas arrivé.
Bonsoir, monsieur. Ah, la connexion, l'audio se fait. Bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir. Merci bien d'être avec nous. On vous laisse la parole dès maintenant. Oui. Bon, ben bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable à Saint-Arsène. Donc, je vais faire de mon mieux pour que ça soit clair, mais c'est sûr que c'est quand même pas évident. Là. Il y a beaucoup d'aspects techniques que même après quelques années, après l'avoir complété quelques années, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, si on commence par les indicateurs de performance pour l'année 2019, donc, en général, à Saint-Arsène, ça va très bien. Au niveau de l'eau, il n'y a pas beaucoup de perte d'eau, la consommation est excellente. Donc, ici, le résultat de 2019, au niveau de la consommation résidentielle estimée, est estimé à 121 litres par personne par jour. L'objectif est de plus petit que 220 litres par personne par jour. Donc, ici, on a presque 100 litres de moins qui est consommé par les citoyens, donc c'est excellent. Ensuite, on a l'indice de fuite dans les infrastructures, on a une cote de 2. L'objectif est de moins de 3. Donc, encore là, c'est excellent. Ensuite, le résultat de validité des données moyens. On a un résultat de 68, l'objectif est plus grand que 50. Ça, dans le fond, le résultat de validité des données moyens, c'est lorsqu'on remplit le formulaire de l'AWA. Il faut se donner, dans le fond, une cote de précision pour chaque donnée qu'on remplit. Donc, la cote de précision est à partir de certains critères. Là, donc, pour chaque code de précision, il faut que tu ailles lire dans les critères. Puis, ça détermine, il y a plein de facteurs qui déterminent la précision. Donc, ça aussi, on est au-delà des exigences. Donc, c'est excellent. Ensuite, on a la pression moyenne des réseaux qui est de 44 mètres d'eau. Donc, la pression est estimée en mètres d'eau, en hauteur de colonne d'eau. Donc, 1 mètre d'eau, de colonne d'eau, est évalué à 1,42 PSI. Donc, c'est juste une unité de mesure. Fait qu'eux autres, à 44 mètres d'eau, ça donne 62 PSI de moyenne sur le réseau d'aqueduc. Ça, je l'avais mesuré en 2019, d'ailleurs, au niveau des bornes fontaines. Fait qu'on a fait une moyenne. C'est sûr que plus on descend par rapport au niveau du réservoir, plus la pression est élevée, plus on se rapproche du réservoir, plus la pression est basse. Donc, ça faisait une moyenne de 62 PSI. Donc, la quantité d'eau distribuée en 2019 était de 208 litres par personne par jour. Donc, la différence entre la consommation résidentielle estimée et la quantité d'eau distribuée, c'est que la quantité d'eau distribuée, c'est vraiment ce qui est produit. Donc, ça comprend, exemple, s'il y a un incendie, l'eau qui est sortie des bornes fontaines ou pour le rinçage d'aqueduc, toute l'eau qui a été produite dans l'année, ça donne 208 litres par personne par jour. Donc, on peut voir que c'est excellent parce que même au niveau de la consommation résidentielle, l'objectif est de 220. Puis nous, au total, on fait 208. Donc, on peut dire que c'est vraiment excellent. Donc, ensuite, il y a deux petits tableaux. Excuse-moi, j'aurais une petite question au niveau de la quantité d'eau distribuée. Est-ce qu'il y a un objectif à ce niveau-là aussi ou l'objectif est vraiment juste la consommation? C'est vraiment au niveau de la consommation. Là. Il n'y a pas d'objectif au niveau de la quantité d'eau distribuée parce que c'est sûr d'une année à l'autre, d'une ville à l'autre, des fois, justement, s'il y a beaucoup d'incendies ou dépendamment de l'usage de l'eau qui se fait, exemple, il y a des municipalités qui prennent l'eau pour nettoyer les trottoirs, des trucs comme ça, c'est sûr que ça consomme plus d'eau. Donc, je pense que c'est un peu plus dur à gérer. Donc, au niveau des objectifs, là, il n'y en a pas présentement. OK, merci. Bienvenue. Donc, c'est ça. Il y a des graphiques en bas là, qui démontrent là, encore là l'évolution de la consommation résidentielle. 2018-2019, ça semble pratiquement pareil. C'est sûr qu'au niveau de la consommation, il y a des compteurs d'eau. Vous avez des compteurs d'eau à Saint-Arsène. Donc, je pense que c'est sur une base volontaire de déclaration. Donc, j'imagine que d'une année à l'autre, peut-être les gens ils déclarent pas mal les mêmes volumes. Là. Fait que c'est sûr, au niveau de la consommation, ça a resté pas mal identique. Ensuite, on voit aussi l'évolution de l'IFI, qui est l'indice de fuite des infrastructures, ainsi que la pression moyenne. Donc, l'indice de fuite, elle a baissé un peu en 2019 par rapport à 2018. Puis, tu sais, l'indice de fuite, là, je me suis mis une petite note, ma semble. OK, ouais, l'indice de fuite sur les infrastructures. Dans le fond, ça, c'est à partir des pertes d'eau. En fait, il y a comme plein de facteurs que d'autres déterminent c'est quoi les pertes d'eau potentielles dans le réseau.
Ils prennent la pression moyenne, la longueur du réseau, le nombre de branchements des entrées d'eau, en fait, la longueur des entrées d'eau. Ils donnent comme des facteurs là, pour chaque donnée qui fait en sorte qu'ils disent, bon, ben sur votre réseau, avec ce qu'on a, ça vous donne à peu près une perte de temps. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on arrive avec des chiffres comme ça. Ensuite, bon, état et plan d'action. Ça, dans le fond, en fonction des pertes d'eau qu'on a sur le réseau, il faut établir à chaque année un plan d'action, dans le fond, pour réduire la consommation d'eau. Étant donné que les pertes d'eau sont faibles et que la consommation d'eau résidentielle estimée est très faible, bien, il n'y a pas beaucoup d'actions à réaliser. Donc, c'est quand même une bonne chose. Donc, au niveau la section 1, donc on parlait d'atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 %. Là, ici, on a 68, si je ne me trompe pas, 68 %. Donc, d'ici le 1er septembre 2022, si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise. Ici, 2019, c'est déjà réalisé parce qu'on est supérieur. Puis, plan d'action 2020, on a noté une augmentation, on a prévu une augmentation de 5 %, mais ça, c'est dans le fond, même si on ne l'atteindrait pas, ça ne serait pas grave parce qu'on était déjà plus haut que 50 %. Donc, c'est un objectif d'amélioration, mais même si on ne l'atteint pas, ça ne serait pas bien pénible. Ensuite, transmettre les volumes relevés d'eau consommés ainsi que les rapports de vérification pour le débitmètre en incluant les volumes d'eau produits, importés, exportés par mois et par débitmètre au MAMACH. Donc, ça, annuellement, on le fait. Comme cette année, je l'ai fait. À chaque année, il faut faire valider les débitmètres à la production d'eau. Donc, c'est une firme chez vous qui vient et qui, dans le fond, qui fait l'étalonnage du débitmètre. Donc, il faut transmettre ces rapports-là au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que tous les volumes d'eau, etc. Donc, en faisant le bilan, on transmet ça. Donc, ça, c'est déjà réalisé. Et c'est prévu d'être réalisé aussi pour l'année 2020. Ensuite, lui, dans le fond, ça ne s'appliquait pas à nous. Là. Éliminer les fuites et les débordements constatés au réservoir. Il n'y a pas de fuite, pas de débordement. Donc, il n'y en a pas en 2019, puis il n'y en a pas de prévu pour 2020. Ensuite, mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l'arrosage, les piscines et les spas, ainsi que les délais de réparation des tuyaux privés d'approvisionnement défectueux de façon similaire au modèle fourni par le MAMACH sur le site web de la stratégie. Donc, en 2019, le choix de réponse qu'on avait mis, c'était non débuté et prévu pour 2020 parce que dans les actions, même si on a une bonne cote au niveau des fuites, on n'a pas le choix quand même de choisir un nombre d'actions à réaliser. Donc, quelque chose qui était, je pense, assez facilement réalisable, c'était soit de mettre à jour votre règlement pour l'arrosage, ou du moins, peut-être refaire un nouveau règlement à partir d'un modèle qui est fourni sur le MAMACH. Fait que ça, je pense qu'on va être... je pense que c'est quelque chose qui serait réalisable, puis au besoin, on pourra regarder ça peut-être avec Mélanie et Marc-Antoine. Ensuite, présenter le rapport annuel au conseil municipal. En fait, c'est ce qu'on fait pour 2019 qui est prévu, donc c'est ce qu'on fait ce soir. Et le plan d'action 2020, c'est prévu aussi donc, pour le rapport de l'année prochaine. Donc, 1.4 pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale d'ici le 1er septembre 2023. Donc, non débuté et non prévu, puis ce n'était pas nécessaire non plus, considérant notre cote de fuite. Donc, la section 2, considérant qu'on avait un bon indice de fuite, on n'avait rien à faire là-dedans. Donc, on ne lira pas ça pour le fun, mais considérant que ça ne nous touche pas. Ensuite, section 3, même chose. En fait, si je peux vous dire, la section 2, c'était les actions supplémentaires à réaliser si l'objectif des pertes d'eau n'était pas atteint. Donc, ça, on l'a atteint, donc on n'est pas obligé. Ensuite, la section 3, c'est les actions supplémentaires à réaliser si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint. Ici, on se rappelle qu'on avait 121 litres par personne par jour, l'objectif de 220. Donc, considérant qu'on l'a réalisé, on n'est pas obligé de faire d'action dans la section 3 non plus.
Donc, section 4, actions supplémentaires réalisées sur l'objectif des pertes d'eau ou de consommation résidentielle ne sont pas atteints. Encore là, ça ne s'applique pas à nous. Donc, on tombe tout de suite au dernier onglet, qui est la section coûts, qui est, je vous dirais, un peu dur à comprendre et à expliquer. En fait, c'est à partir du bilan financier. Puis ça, dans le fond, c'est l'outil BI. Le ministère nous fournit un outil, en fait, qui est peut-être un peu plus compliqué que si on ne l'avait pas. C'est l'outil qui est les besoins d'investissement. Donc, ça, c'est plus au niveau c'est plus Mélanie, là, je vous dirais, qui a travaillé là-dessus que moi, c'est certain, parce que ça prend le bilan financier. Mais en fait, on voit ici coût des services d'eau. Si on va lire le coût des services d'eau, je vais descendre, je suis allé dans l'aide qui expliquait. Bon, le coût des services d'eau. Les données colligées à l'onglet coûts permettent de calculer le coût total des services d'eau ainsi que la répartition de celui-ci par service, eau potable et eau usée. Le calcul du coût des services d'eau s'inscrit dans une démarche globale pour assurer la pérennité des infrastructures d'eau et la gestion durable de la ressource. Le coût des services d'eau comprend le coût de fonctionnement engagé dans l'année, ainsi que le coût moyen annuel des investissements sur 10 ans. En fait, c'est que eux, avec l'outil, ils regardent c'est quoi l'âge de notre réseau, la durée de vie théorique du réseau, ils regardent c'est quoi l'investissement qu'on a fait dans le réseau jusqu'à maintenant, puis ils évaluent combien d'argent annuellement on devrait investir dans le réseau pour qu'il y ait une pérennité au niveau des infrastructures. Donc, c'est vraiment des chiffres théoriques. Puis, c'est un outil pour nous aider, mais je vous dirais, c'est à chaque municipalité de voir s'ils veulent se servir de ça ou non. C'est sûr qu'un plan d'intervention, je pense, fait par une firme d'ingénierie est un peu plus adapté aux besoins souvent. Donc, ici, pour ce qui a été investi en 2019, plus ce qu'il y aurait investi pour garder la pérennité, il parlait d'un total eau potable et eau usée de 361 079 $. On a les coûts de fonctionnement qui représentent 26 %. Le maintien, dans le fond, pour tenir ça stable, pour pas qu'il y ait de dégradation au niveau du réseau, 42 %, puis du rattrapage à cause de ce qui n'a pas été investi dans les années précédentes, 32 %. En gros, c'est ça. Ensuite, 5.2, besoin d'investissement et investissement annuel. Si je vais lire, ce graphique permet d'illustrer les investissements réalisés pour les infrastructures d'eau en 2019 par rapport à la moyenne sur 10 ans des besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau. Si les investissements sont inférieurs aux besoins d'investissement, le graphique calcule le manque à gagner nécessaire pour subvenir aux besoins d'investissement. Donc, c'est ça. Ici, il disait qu'il y avait un manque à gagner 72 487. Je vous dirais que c'est une section qui est un peu dure à expliquer, à comprendre, puis qui est je dirais peut-être si vous avez des besoins là-dedans, peut-être de regarder ça à l'interne, mais je ne serais peut-être pas la meilleure personne pour vous guider là-dedans, malheureusement. Puis ensuite, il y a un petit graphique là, qui montre une projection du déficit de maintien d'actifs en fonction des besoins d'investissement. Donc, ça démontre que si, mettons, en 2020, on a investi un montant X, le déficit de maintien des actifs va diminuer. Puis, dans le fond, c'est en fonction du rattrapage que les autres ont évalué pour maintenir le réseau d'aqueduc et d'égouts en bonne santé le plus longtemps possible. Daniel, on voit que les données dans ce graphique-là, le dernier là, à 5.3, on voit que ça commence en 2019. Ça donne un peu l'impression que, étant donné que c'est jeune comme données, c'est relativement nouveau, on dirait que cet outil-là va se parfaire avec le temps. Ça se peut-tu, au fur et à mesure des années qu'on va colliger des données? Il me semble que là, ça va se mettre à parler un petit peu plus. Je me trompe-tu? Ou... Oui, non, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que, en fait, c'est que l'outil BI et l'Audi de l'AWA sont apparus l'année dernière, ou en 2018. Donc, ça fait juste comme 2 ans qu'on met des données à l'intérieur. Fait que c'est certain que pour l'instant, c'est pour ça que les graphiques, ils démarrent quand même tard.
Puis au fur et à mesure que les années vont aller, puis on va mettre des nouvelles données, des nouveaux chiffres dans les tableaux, bien, c'est sûr qu'on va avoir peut-être des tableaux un peu plus représentatifs là, de la réalité aussi. Oui, parce que là, comme c'est là, le graphique est comme linéaire dans le temps, mais je veux dire, on peut être 2-3 ans sans faire un investissement, puis à un moment donné, on met 1 million parce qu'il y a un projet de renouvellement de réservoir ou peu importe. Oui. Alors évidemment, le graphique, il va fluctuer, c'est sûr. Là. Absolument, c'est ça. C'est que les années, étant donné qu'il n'y avait comme rien vraiment de prévu en investissement sur le réseau d'aqueduc, bien, c'est sûr que la ligne est linéaire, puis elle va un peu en fonction. Elle vient de nous dire, si on ne fait rien, le problème s'accentue, c'est comme en augmentant. Ouais, c'est absolument, ça. absolument. Ouais. C'est exactement ça. Est-ce que, monsieur Zavrier, monsieur Lavoie, avez-vous d'autres commentaires? Ou... Non, je vous dirais que c'est ça. Comme je disais au début, en entrée de jeu, c'est que je pense que on n'est pas à l'abri d'un bris d'aqueduc majeur ou de quoi que ce soit, mais je vous dirais qu'en général, selon les chiffres qu'on voit ici, avec les données qu'on a, la santé du réseau d'aqueduc est bonne à Saint-Arsène. Donc, tu sais, je pense que ça sera, théoriquement, on va toucher à du bois, mais ça ne sera peut-être pas, mettons, un investissement là, majeur dans les prochaines années au niveau vraiment du réseau d'aqueduc. C'est ça. OK. Messieurs les conseillers, est-ce que vous aviez d'autres questions pour M. Lavoie? Non, mais pour moi, ça répond bien aux questions qu'on avait. On avait principalement des questions justement sur les frais et tout ça. Puis ce que j'en comprends, c'est que c'est un indicateur. Puis ce qu'on a déjà entamé avec la firme d'ingénierie puis les rapports qu'on a, ben, c'est vraiment ça qui va venir statuer ou décider où est-ce qu'on doit mettre l'argent au niveau du réseau. Là. Fait que pour moi, c'est clair. Ouais, puis comme Marc-Antoine l'a dit, ça ne prend pas en considération les investissements qu'on a faits, mettons, dans les 10 dernières années. Donc, je pense que le gros de nos questions étaient pas mal toutes autour de ça, là, mais non, ça vient nous situer là-dessus. Moi, je suis content de savoir qu'on est meilleur, qu'on rentre comme il faut dans les normes gouvernementales. Ça, c'est rassurant aussi. De ma part, je pense que c'est la première fois qu'on présente un rapport comme ça au Conseil, puis je trouve ça quand même intéressant de savoir ces données-là. Là. Oui. Souvent, on paie des rapports, puis on ne les voit pas, on n'entend pas parler, ou ben, ça nous est présenté, expliqué. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié. Bon, ben, merci beaucoup. C'est sûr que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, là, mais si ça a pu un peu vous éclairer, c'est sûr que je suis bien content. Oui. Alors, on vous laisse aller sans vous retenir davantage. Bon, mais merci M. Lavoie. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de soirée. Merci. On poursuit la réunion avec la correspondance qui a retenu l'attention des membres du Conseil. Elle est plus nombreuse ce soir. Alors, Marc-Antoine, je vous laisse aller. Certainement. Alors, on débute avec une lettre du gouvernement du Québec datée du 1er septembre 2020 qui nous invite à prendre connaissance des résultats de l'enquête sur les exigences linguistiques auprès des entreprises et municipalités des arrondissements de Montréal et nous encourageant à promouvoir une connaissance appropriée du français auprès de l'ensemble de notre personnel et de nos nouveaux employés. S'ensuit une lettre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques datée du 3 septembre 2020, nous annonçant la publication du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement qui entrera en vigueur progressivement à compter du 31 décembre 2020 et qui constituera un allègement important des procédures d'autorisation environnementale auxquelles les municipalités doivent se soumettre. On poursuit avec un courriel du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques daté du 3 septembre 2020, nous transmettant notre déclaration des tonnages résidentiels et des tonnages de matières résiduelles industrielles, commerciales et institutionnelles éliminés en vue de la redistribution 2020 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles. Lettre de la CNSST datée du 9 septembre 2020 nous rappelant de produire nos déclarations en matière d'équité salariale avant le 30 septembre 2020. Dépôt le 14 septembre 2020 du rôle triennal de l'évaluation foncière pour la municipalité de Saint-Arsène pour les années 2021, 2022 et 2023. Lettre du ministère de la Sécurité publique datée du 14 septembre 2020, nous assurant que ce ministère travaille activement à optimiser le soutien offert aux municipalités quant à la gestion des conséquences liées à la pandémie de la COVID-19 et nous invitant à leur faire part de nos enjeux.
Courriel de la municipalité de Saint-Modeste daté du 16 septembre 2020 nous transmettant la résolution 2020-09-0198 spécifiant que la municipalité de Saint-Modeste confirme, notamment pour le compte de Saint-Arsène à l'entreprise Services sanitaires à Deschênes, l'activation d'options de renouvellement du contrat de cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables pour 2 années supplémentaires, soit 2021-2022. Courriel de l'OBNL Sparage daté du 20 septembre 2020 sollicitant l'appui financier de la municipalité pour aider à garnir des paniers culturels offerts à Noël aux familles les plus démunies de la MRC de Rivière-du-Loup afin de rendre la culture accessible à tous dans notre région. Lettre de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup datée du 21 septembre 2020 nous invitant à nommer un représentant de la municipalité au conseil permanent de l'ORH-RDL. Lettre du ministère des Transports daté du 22 septembre 2020 confirmant la signature du nouveau contrat relatif aux travaux de déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux pour les chemins du MTQ situés sur le territoire de la municipalité. Lettre de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup datée du 23 septembre 2020 nous présentant le rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 31 mars dernier. Courriel de la mutuelle des municipalités du Québec daté du 24 septembre 2020 nous informant de la fermeture du dossier en lien avec le sinistre ayant eu lieu au centre communautaire Morneau en août 2019. Lettre du CN reçue le 24 septembre mais datée du 27 juillet 2020 nous présentant leur publication, le CN dans votre collectivité et réitérant leur engagement à établir et à maintenir des liens solides avec toutes les collectivités de leur réseau. Courriel de la MRC de Rivière-du-Loup daté du 25 septembre 2020 nous avisant que les agents de développement rural seront en télétravail pour une période indéterminée étant donné l'augmentation du nombre de cas de la COVID-19 sur le territoire de la MRC. Courriel du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec daté du 25 septembre 2020 annonçant une aide financière de 2,3 milliards de dollars pour soutenir les municipalités du Québec à travers la crise provoquée par la COVID-19. Courriel de groupe mobilisation daté du 27 septembre 2020 nous demandant d'adopter le plan de déclaration d'urgence climatique et de réclamer de nos gouvernements les ressources nécessaires pour protéger notre population, transformer notre économie afin de réduire les impacts de la crise climatique. Courriel du ministère des Transports du Québec daté du 29 septembre 2020 nous informant de la mise en place d'un service de préposé aux renseignements entièrement dédié au programme d'aide à la voirie locale. Courriel du ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec daté du 30 septembre 2020 annonçant le dépôt de son 3e projet de loi omnibus, le projet de loi 67, qui vise à mieux outiller les municipalités face aux situations d'urgence, à donner des outils supplémentaires aux municipalités pour soutenir les entreprises et contribuer à la relance économique, et ce pour une durée temporaire de 3 ans. Courriel de Coeco, daté du 30 septembre 2020, nous informant que les feuilles mortes ne sont pas acceptées dans le bac brun, qu'il faut éviter de les mettre dans le bac vert pour réduire le tonnage de déchets au site d'enfouissement technique, dans le but de sauver des coûts et de limiter le vieillissement prématuré des cellules d'enfouissement, qu'il est possible d'aller les porter à l'écocentre et que la meilleure solution demeure celle d'en faire la gestion sur place, c'est-à-dire faire du feuillis-cyclage. Donc, passer la tondeuse et les laisser sur place, les utiliser comme paillis dans le jardin ou les plates-bandes, ou de les utiliser comme apport de carbone au compost domestique. Ça complète. Merci beaucoup, Marc-Antoine. En 10, nomination d'un conseiller sur le conseil d'administration permanent de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Ça serait pour nommer M. Pierre Dubé comme représentant. Évidemment, c'est un mandat de 3 ans, mais l'engagement va être jusqu'aux prochaines élections, dans le fond, parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir de tous nous autres dans 1 an. Alors, ça serait une proposition pour ça, d'un conseiller pour nommer M. Dubé. Propose. M. Régis, ce que j'ai cru entendre? C'est un excellent choix. Excellent choix, merci bien. Embauche d'un stagiaire au loisir. Alors, M. Vincent Lévesque a été embauché pour remplacer Audrey Réel à titre de coordonnateur au loisir. Et c'était en vue de réaliser un contrat temporaire qui se termine en décembre 2020. Alors, c'est pour réengager M. Lévesque pour continuer le mandat de coordonnateur en loisir à l'hiver 2021. Et ça va lui permettre de réaliser son stage, on va dire, en entreprise pour terminer son DEC en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup. Alors, M. Lévesque est d'accord pour effectuer ce mandat-là.
Ça sera un stage rémunéré au montant de 23,69 $ de l'heure pour un mandat de 28 à 32 heures. La direction générale se garde le loisir de gérer la durée horaire de ce contrat et selon l'évolution de la pandémie. Alors, on va suivre de près l'évolution de nos besoins également. Alors, M. Lévesque en est très conscient et informé. Et on autorise le directeur général à signer et pour au nom de la municipalité tous les documents relatifs à ce contrat de travail de stage d'intervention loisir auprès de M. Lévesque. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose Marc Dionne. Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Acceptation de la tarification au site d'enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup. Cette année, le tarif passe de 88 à 91 $. 89. 89 à 91, oui. Bon, et ça, pour accepter ce montant, on n'a comme pas le choix. Une proposition. Propose, Robin Plourde. Robin Plourde, alors merci. Tout le monde est comme, on n'a comme pas le choix, qu'on soit d'accord ou pas. Activité d'investissement, l'octroi d'un contrat qui est relatif à l'appel d'offres numéro SEAO 18-054. C'est pour la construction de notre CPE. Alors, en réponse de cet appel d'offres qui a été présenté le 10 juillet, on a ouvert 6 soumissions le 4 septembre dernier. Le plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres est les entreprises Marcel Charret et Fils, au montant de 990 000 $ plus les taxes, le plus élevé étant 1 178 046 $. Alors, considérant que la municipalité désire offrir au plus bas soumissionnaire conforme et de réduire les charges liées aux travaux de construction du centre de la petite enfance, considérant aussi que la municipalité doit, avant que les travaux de construction puissent être débutés, réaliser certaines étapes administratives. Et j'appuie sur ce mot-là parce qu'évidemment, on est présentement en négociation avec le gouvernement. Ce pourquoi nous sommes allés en appel d'offres, c'était pour connaître le coût réel d'une construction, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de spéculations sur le possible coût que pourrait représenter une telle construction, à savoir la rareté des matériaux, l'impact de la pandémie, etc. Alors, on a le montant de la construction et on est présentement en négociation, en vidéoconférence, encore cette semaine, c'est à venir. On a l'appui politique aussi du député Denis Tardy avec l'attaché politique Nicolas Lessard-Dupont. Il y a un conseiller politique. Si vous voyez quelque chose, là, je ne me souviens plus de son nom. Alors, on est un peu dans le même sens que le ministre de la Famille, monsieur... parlait aujourd'hui, M. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, annonçait la projection d'un 4359 places de centre de la petite enfance. Alors, il y a déjà 2500 places qui étaient prévues au budget et on récupère, dans le fond, 1859 places de projets qui n'ont pas été réalisés, qui ne seront pas réalisés. Alors, nous, on n'est pas dans cette portion-là. Là. On est à l'extérieur de ça parce qu'on est déjà autorisé. On est juste à négocier pour avoir notre coût réel que ça va coûter en vue de présenter auprès des citoyens ce fameux projet. Alors, il est proposé par le conseiller et résolu d'octroyer le contrat à Marcel Charret et Fils au montant de 990 000 $ avant taxe afin d'effectuer la construction d'un centre de la petite enfance. Le tout étant toutefois conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt numéro 402 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et son entrée en vigueur. Et ça prend une proposition. Je propose. M. Régis Michaud? Oui. Bien compris. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Moi, je ne suis pas d'accord, Valier. D'accord. Pour les coûts élevés du projet. Puis, les attentes du gouvernement puis du prêt, il manque trop d'éléments, là, à mon avis. Là. Évidemment, la négociation n'est pas terminée, ça c'est bien certain. C'est ça. Alors, je suis pas à l'aise là-dedans. Mais je ne suis pas contre le CPE, là. Ça, il faut le rappeler. OK. Alors, on a... Est-ce que les autres, c'était d'accord ou... D'accord, oui.
Alors, allez-y, Robin, d'accord? Oui. Marc Dionne? Oui. Pierre Dubé? Ton micro est fermé. Fais un signe de la tête. Marc Rioux? Oui. Et Régis Michaud, tu as proposé. Alors, on y va avec 5 pour, 1 contre. Mais comme on l'a bien expliqué, dans le fond, mon approbation, je le propose pour pouvoir aller négocier, pour pouvoir voir jusqu'où on peut aller avec ce projet-là, pour prendre une décision dans le futur, à savoir est-ce qu'on accepte ou pas avec l'acceptation de la population pour le projet. Effectivement. Mais le but, c'est d'aller plus loin pour négocier. Effectivement. Moi, je le vois comme ça aussi. C'est la même chose pour moi aussi. Dans cette optique-là que je donne mon accord aussi. Exactement. C'est bon. Alors, en 15... non, en 14, excusez, oui, 14. Avis de motion pour dépôt d'un projet de règlement d'emprunt de le numéro 402 pour la construction d'un centre de la petite enfance. C'est seulement une personne qui donne un avis de motion qu'à une prochaine séance, on va présenter un projet. Je donne l'avis de motion. Marc Rioux, merci. En 15, c'est le fameux projet numéro 402 pour la construction de la petite enfance. Alors, on va présenter au ministère des Affaires municipales un règlement numéro 402 qui doit être une dépense maximale de 990 000 $ pour un emprunt de ce montant-là pour la construction du centre de la petite enfance. L'avis de motion vient d'être donné. Une copie sera disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité ainsi qu'au bureau municipal, conformément au Code municipal du Québec. Tous les membres du conseil ont pris connaissance du dit projet de règlement conformément au Code municipal. La loi 122 nous demande d'adopter un projet de règlement avant l'adoption finale de tous les nouveaux règlements lors d'une séance ultérieure. Alors, attendu que l'implantation dans notre municipalité d'un CPE est un enjeu d'envergure pour le développement du territoire de Saint-Arsène et parfaitement aligné avec notre planification stratégique sur la famille et les aînés adoptée en 2016. Oui, ça faisait déjà une recommandation en 2016 dans notre plan d'action. En conséquence, il est proposé par le conseiller et résolu que le projet de règlement d'emprunt relatif à la construction du centre de la petite enfance portera le numéro 402 soit adopté et que ce conseil statue et décrète ce qui suit. Bon, ça va faire, l'article 1 fait partie du présent règlement. Le conseil autorise à effectuer tous les travaux relatifs à la construction d'un centre de petite enfance et seront réalisés selon les plans et devis préparés par Daniel Dumont, architecte de la firme Alfred Pelletier, et Daniel Dumont, architecte qui portant le numéro 18054 en date du 10 juillet 2020, inclut les frais, les taxes nettes et les imprévus tels qu'il apparaît de l'estimation détaillée en date du 10 juillet, lesquels font partie intégrante de ce présent règlement. Alors, le conseil est autorisé à dépenser 990 000 pour les frais de ce présent règlement. Ça sera sur une période de 20 ans. Il y aura une taxation spéciale sur tous les immeubles imposés sur le territoire de la municipalité. Alors, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. S'il n'y a pas d'autres questions, ça prend une proposition pour envoyer ça aux affaires municipales. Propose, Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Monsieur Vallier? Vallier, on n'entend pas. Ton micro. Monsieur Vallier, est-ce que vous êtes d'accord au projet de règlement? Ma voix vient d'en revenir. Là. OK, c'est bon. Alors, majorité 5 pour, 1 contre. OK. Alors, en 16, la vente d'un terrain situé au 119 rue des Framboisiers. Et c'est qu'on a vendu un terrain dans les Framboisiers qui porte le numéro de lot 5 670 509. Et les acheteurs sont Mme Jessica Fortier et M. François Lefebvre de la municipalité. Ça sera au montant de 29 000 $ plus taxes. Et on autorise le maire et le directeur général Marc-Antoine Goulet à signer le contrat.
et tous les documents qui sont nécessaires à cette transaction. Une proposition pour ça. Propose. C'est une bonne nouvelle. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est des petits poupons de plus à l'école aussi. Ils sont déjà à l'école. Mais Ils sont déjà à l'école, alors. alors Ouais. consolider notre école aussi. Oui. En 17, octroi d'un contrat pour la location d'un souffleur pour l'hiver 2020-2021. Alors, on a approché Mme Marie-Josée Guérette de la compagnie Hugues Guérette, qui nous confirme qu'elle va effectuer les mêmes travaux que ceux de l'hiver dernier et que, si ma mémoire est bonne, c'est un contrat de gré à gré, moins de 25 000 $ et aux mêmes conditions que l'hiver précédent, pour un montant forfaitaire de 150 $ de l'heure pour la location d'un tracteur et 170 $ de l'heure pour la location d'un chargeur à neige, plus les taxes applicables. Ça, c'est avec opérateur, c'est bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, je prends une proposition. Puis il n'y a pas d'heure minimum là-dessus. C'est un contrat forfaitaire à la demande, si on veut. Propose. Monsieur Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 18, l'octroi d'un contrat relatif à l'appel d'offres 20-002 concernant la fourniture en fondant et abrasif pour l'hiver 2020-21. Alors, en réponse à cet appel d'offres, on a eu Transport Yolande Côté et Fils au montant de 27,91 par tonne métrique et Hugues Guérette au montant de 41,68 par tonne métrique. Alors, ceci inclut le sel et l'abrasif, le sable, si on veut. La municipalité désire au plus bas soumissionnaire conforme. Il est donc proposé d'accorder le contrat à Transport Yolande Côté au coût de 27,91 plus taxes, redevances et livraisons incluses. Taxes, redevances et livraisons incluses. Tout ça est inclus, oui. Oui. 27,91 taxes, redevances et livraisons incluses afin de fournir le fondant et l'abrasif routier pour 2020-21 et conformément aux exigences de ce devis d'appel d'offres qu'on a fait. Une proposition? Je propose. Monsieur Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Okay. Pour votre information, Marc-Antoine, ça peut représenter combien de tonnes? Oui, excusez-moi. Donc, je ne vais pas te faire une colle, là, mais... Non, c'est correct. C'est 1500 tonnes d'abrasif et 104 tonnes de sel. OK. Des fois, c'est intéressant pour les citoyens. Là. Donc, pour un total de 1604 tonnes. Okay. Oui, c'est ça, 1604 tonnes. OK. En 19, c'est l'adoption du règlement numéro 403 relatif aux animaux. J'en ai parlé longuement à la dernière séance et dans le mot municipal. Si vous êtes d'accord, je vais sauter complètement sur la lecture. C'est intégral au projet qui a été déposé à la séance du 1er septembre. Alors, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, on va l'approuver par une personne. On est tous d'accord, je suis bon. Monsieur Régis Michaud? Ça va où, Marc? C'est Marc qui parle. parle. Moi qui l'avais dit. Là. OK, Marc Dion, ça va? Ça Rio, va? Marc Rio. OK, Marc Rio, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Bon, puis je descends ça, ce sera pas long, la souris faut qu'elle roule. En 20, le point suivant, c'est un peu en lien avec ça. Alors, c'est une résolution pour les organismes dont le territoire est visé par le projet de service régional animalier. Dans le fond, chacune des municipalités de la MRC ont manifesté un intérêt à ce qu'on étudie un projet commun, régional, MRC1, si on veut. Il y aurait aussi la possibilité d'un soutien à la coopération intermunicipale dans un fonds qui s'appelle Fonds Région et Ruralité. Alors, l'ensemble des municipalités de la MRC ont demandé à ce qu'on présente un projet, qu'on monte un projet. Dans le fond, comme dans tout projet, c'est une manifestation d'intérêt qu'on fait ce soir. Évidemment, c'est pour en connaître les coûts, ce n'est pas un engagement, OK, vous avez dit oui, payez maintenant, on n'en est pas là, c'est seulement pour faire partie de ce projet-là. Et bien sûr, on s'engage à assumer une partie des coûts et on verra si c'est raisonnable ou pas. Et le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 du soutien de la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Et le Conseil nomme la MRC de Rivière-du-Loup comme organisme responsable de ce projet. Une proposition est dans l'ordre.
Robin Plourde. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 21, inscription des pompiers à une formation qui porte sur la désincarcération agricole et industrielle. Alors, c'est comme une nouvelle formation, puis je trouve personnellement qu'on est très concerné par ça si on juge la quantité d'exploitation agricole sur le territoire, peut-être un peu moins au niveau industriel, mais au niveau agricole énormément. Alors, il est proposé, résolu d'inscrire les pompiers à cette formation qui est offerte dans le centre de formation Ferme Médic, qui porte sur la désincarcération agricole et industrielle. Il y a défrayé les coûts d'inscription qui sont au montant de 1 125 $ plus taxes. Il y aura aussi des frais de restauration d'hébergement parce qu'il y aura un stage d'une fin de semaine dans la région de Montréal, je crois, Saint-Hyacinthe, quelque chose comme ça. Alors, il y aura une restauration, hébergement et le temps de déplacement qui sera également payé aux pompiers qui vont participer à la formation, telle qui a été discutée avec eux. Est-ce qu'il y a une résolution pour ça? Propose. Et M. Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 22, l'embauche d'un pompier volontaire dans la brigade de Saint-Orsen, c'est une nouvelle recrue. C'est M. Gabriel Dionne, natif d'ici, étudiant en formation pour devenir pompier accrédité au niveau gradé, si on veut, au niveau scolaire, si on veut, on va dire ça comme ça. Alors, évidemment, il est intéressé à participer à notre brigade incendie, du moins le temps qu'il sera parmi nous. On ne sait pas le futur. C'est un jeune homme plein d'idées, d'énergie. Alors, je pense qu'on ferait bien de l'accueillir le temps qu'il pourra et qu'il pourra nous emmener aussi des nouvelles connaissances et une nouvelle expertise aussi en tant que nouveau formé. Là. S'il n'y a pas de commentaires, je prends une résolution. Propose. Monsieur Pierre Dubé? Oui. OK, parce que j'y vais pas mal au son. En 23, l'autorisation de signature d'une entente intermunicipale de fourniture en service en matière de prévention de sécurité incendie. Dans le fond, c'est la ville de Rivière-du-Loup qui veut se joindre à notre entente intermunicipale. Il y a déjà les municipalités de Cacouna, Saint-Arsène, Saint-Antonin, Saint-Cyprien, Sainte-Fanne, Saint-Paul et Saint-François-Xavier de Vigée. Et Rivière-du-Loup veut se joindre à ça. Alors, personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. On le dit souvent à nos réunions d'MRC, essayons de travailler tout ensemble. Alors, je pense que la ville de Rivière-du-Loup, en venant conclure une entente avec la MRC, c'est déjà un pas dans cette bonne voie de direction. Fait que je pense qu'on devrait accepter cette proposition d'ajout de la ville de Rivière-du-Loup à notre entente intermunicipale. Et moi-même et le directeur général, nous allons signer au nom de la municipalité cette nouvelle entente dans les prochains jours. S'il n'y a pas de Je propose. Pierre Dubé. Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. En 24, je reviens sur des formations de pompiers. C'est pour, dans le fond, demander une demande à un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Dans le fond, c'est un programme qui est reconduit depuis 2019. On aurait comme besoin ici, on va présenter pour une aide financière pour la formation de 2 pompiers dans le programme 1, de 12 pompiers au programme 2, de 8 pompiers pour le programme opérateur de pompe, de 7 pompiers pour le programme de désincarcération, de 4 pompiers pour le programme véhicule hybride et 4 pompiers pour le programme des incarcérations agricoles au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur notre territoire. Et la municipalité va transmettre cette demande-là au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Rivière-du-Loup, et ça en conformité avec l'article 6 de ce programme. Et pour nous, il faut présenter une demande d'aide pour la formation de ces pompiers dans ce cadre-là. Et ça va être acheminé, comme je disais, par la MRC de Rivière-du-Loup. S'il n'y a pas d'autres questions, j'y vais avec une proposition. Je propose. Monsieur Marc Rioux? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. En 25, un plan d'alerte organisationnelle, planification stratégique sur la COVID-19. Dans le fond, c'est plus, je résumerai en disant que c'est un outil de travail
Vous savez, dépendamment des degrés de transmission communautaire de la COVID-19, il y a des gradations du statut vert, jaune, orange et finalement rouge. À chacun de ces stades-là, il y a des choses qui sont permis et non permis. Évidemment, ce qui est moins permis, plus la zone est rouge, c'est les fréquentations, les contacts entre individus. Alors, ça vient gérer un peu au niveau de l'organisation de travail municipale, qui se doit tout de même de toujours offrir des services de base et de sécurité, et aussi au niveau de services à la population, mais aussi s'assurer de la sécurité de nos travailleurs aussi dans ce même ordre d'idées-là. Alors, ce plan-là vient décrire ce qui est permis ou pas. C'est un outil de travail qui est bien fait. Alors, vous en avez eu connaissance. Probablement qu'on essaiera de le divulguer également dans la vie municipale ou peu importe, là, au moins dans le milieu de travail pour que nos travailleurs sachent à quoi s'en tenir selon les degrés de gradation de la pandémie. Une proposition serait dans l'ordre. Propose Marc Diane. Diane, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, en 26 atteintes au pouvoir de zonage des municipalités, il y a la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation sur leur milieu de vie. Je vais laisser, je pense, Marc-Antoine faire le résumé de ça, de ce qui se passe à ce niveau-là. Je pense qu'il est le mieux placé. Là. Il a eu plus le temps d'y réfléchir que moi. Alors, je vous laisse aller, monsieur. Oui, certainement. Donc, le gouvernement fait le dépôt d'un projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. Bref, on sent une volonté d'amoindrir une certaine démarche administrative pour pouvoir faciliter l'avancée de certains projets dans le contexte actuel. Et à l'intérieur de ce projet-là, il y a une modification législative qui est apparue, qui a comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire. Et on estime que c'est un pouvoir qui est essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés. On dit également que le pouvoir d'adopter les règlements de zonage déterminants et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire inscrite dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On dit que c'est d'une grande importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec les milieux. Et qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises la responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain. Et c'est une disposition également qui vient retirer aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Donc, en résumé, cet article-là fait en sorte que la municipalité, les citoyens n'ont plus la possibilité d'interdire ce type d'hébergement-là. Donc, si ce type d'hébergement-là veut s'installer sur le territoire, alors d'emblée, il peut le faire. La municipalité n'a plus son pouvoir à cet effet-là et les citoyens n'ont plus la possibilité de se prononcer là-dessus. Donc, c'est une opposition à l'article 81 du projet de loi 67 qui est considéré comme un affront au gouvernement de proximité que sont les municipalités. Donc, on demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49, pour laisser la place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer la responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Voilà. Alors, c'est une résolution qui va être envoyée au Premier ministre, M. Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition,
M. Pascal Bérubé, et ainsi qu'aux députés de la circonscription locale et aux membres de la commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Que cette copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias de la région. Alors ça prend une proposition par... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Marc Rioux. Marc Rioux. Alors, tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Absolument. Suite à ça, il faudra faire une vérification au niveau réglementaire si chez nous c'est permis ou pas le type de location d'habitation, le type Airbnb. Airbnb, oui. Pas familier avec le mot. Alors, ça sera vérifié si vous faire sûr qu'on n'a pas un vide réglementaire aussi par en arrière. Là. En 27 procédures de location du centre communautaire Morneau pour la période des fêtes, bon, évidemment, chaque année, il y a des gens qui réservent comme à éternité. Et selon la politique de la méthode premier arrivé, premier servi, mais ça peut aussi occasionner des litiges qu'une même famille réserve à l'avance, puis que d'autres n'ont jamais la chance de pouvoir réserver. Alors, on revoit la méthode de réservation un peu comme on a fait, je crois, l'an dernier pour répondre à cette demande. Alors, ça sera par tirage au sort ceux qui veulent louer des salles Morneau spécialement pour le 24, 25 décembre, 31 et 1er décembre. Ils doivent le faire selon une certaine date et on procédera par la pige. Je sais que l'année passée, il n'y a pas eu de pige parce qu'il n'y a pas eu d'autres demandes que celles des personnes qui avaient déjà réservé. Tant mieux, ça ne fait pas de situation conflictuelle pour personne. Mais ça serait pour approuver quand même la méthode de la pige s'il y avait plus d'une personne intéressée pour la même date. Question. Mentionnons qu'en contexte de COVID-19, c'est tout à fait possible qu'il y ait zéro party cette année. Exactement. Donc, même s'il y avait des personnes qui s'inscrivaient au tirage au sort et qui remportent cette possibilité-là, c'est tout à fait possible que ça soit cancellé aussi. Ouais. Oui, M. Vallier avait une question. Oui, M. Vallier. Moi, j'inclurais le gymnase aussi là-dedans. Pourquoi le gymnase, on ne pourrait pas le faire? Non, le gymnase, là, pour l'instant, c'est complètement fermé. Là. Donc, on a reçu mais mettons qu'on n'aurait pas de COVID, là. C'est une possibilité à examiner. Okay, moi aussi, en principe, oui. Là. C'est ça. On peut l'ajouter, gymnase, s'il y a lieu. Là. Il y a déjà eu des demandes pour les deux salles. Oui. On peut le mettre, mais c'est la commission scolaire qui gère ça. C'est noté. OK. Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour ça? Propose. Monsieur Marc Rioux. Alors, tout le monde est d'accord également? En 28, affaires nouvelles, moi, je n'ai pas d'autre chose. Messieurs, je ne sais pas si vous avez autre chose. Moi, c'est le dépôt du rôle triennal. Ça a changé? Ça a-t-il... les chiffres vont rester semblables aux 3 dernières années? D'après moi, oui. Je sais qu'on n'avait pas besoin d'inspection physique de toutes les habitations. Je pense qu'ils font ça aux 9 ans. Alors, je pense que c'est notre 3e cycle de 3 ans. Alors, après 2022, je crois bien que ça va prendre des visites terrain, là, puis ça va coûter une fortune. Là. Mais pour l'instant, non. Ça doit être encore, je ne sais pas c'est quoi la médiane, puis tout ça. Là. OK. On pourrait être bien tenté d'avoir l'information, par contre. Là. Oui, c'est noté, Vallier. Je vais vous communiquer l'information. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Et on n'avait pas, je crois, de questions de public. Je tiens à rappeler qu'on ne sait pas en novembre si on va être à huis clos, vidéoconférence ou public. On verra, on suit l'évolution de la pandémie. Si jamais vous avez des questions, des commentaires à apporter au conseil, à l'attention du conseil, n'hésitez pas à nous écrire via le site municipal ou Facebook ou du moins avant 16 heures la journée de la séance, si on veut, qu'on ait eu le temps de la formuler, de la présenter également. Ça nous fera toujours plaisir.
Puis, je vous rappelle aussi que cet enregistrement sera disponible bientôt sur le site Internet de la municipalité pour les intéressés. Alors, messieurs, s'il n'y a pas autre chose, on se laisse là-dessus. On arrête l'enregistrement. Vous restez en ligne. J'ai une couple de points encore à discuter. Je propose la levée de l'Assemblée. Oui, oui, monsieur Marc Rioux. Bon, c'est bon, merci. Je seconde. Il est 21h10. Oui. Très bien.